Vous êtes bien sur BFM Politique. Notre invité ce dimanche, François-Xavier Bellamy. Merci d'être avec nous. Vous êtes député européen, vice-président des Républicains. À mes côtés ce matin pour vous interroger, Amandine Attalaya. Bonjour Amandine, éditorialiste politique BFM TV. Et Jeudi, directeur de la Tribune Dimanche. Bonjour Bruno. Merci d'être à mes côtés ce matin. Alors c'est le match du jour dont on va vous parler, c'est pas l'affiche de la Ligue 1 du jour de Première Ligue, mais c'est le match du jour qui s'est dessiné depuis quelques heures. On le voit par médias et par tweets interposés entre d'un côté Gabriel Zucman et de l'autre côté Bernard Arnault, le patron de LVMH. Gabriel Zucman, on le sait, propose une taxe de 2% sur les plus hauts patrimoines, plus de 100 millions d'euros. On sait que ça concernerait 1800 foyers en France. Eh bien, Bernard Arnault a estimé dans une interview à nos confrères britanniques du Sunday Times, je cite, que Gabriel Zucman est à ses yeux un militant d'extrême gauche qui vise la destruction de l'économie libérale, dit-il. L'économiste de ce comté lui a répondu, il lui rétorque, je cite, que la fébrilité n'autorise pas la calomnie. Alors François-Xavier Bellamy, ce matin, de quel côté vous vous situez? Gabriel Zucman ou Bernard Arnault? Il faut revenir aux faits. Oui, Gabriel Zucman est un militant d'extrême gauche. Il a soutenu publiquement le programme du Nouveau Front Populaire. Il a signé une tribune pour dire que ce programme de rupture lui paraissait nécessaire. Et oui, le but est en effet de détruire le principe même de l'économie libérale. Et d'ailleurs, Jean-Luc Mélenchon l'annonce de manière très explicite. Il le rappelait il y a quelques semaines. La nouvelle France, disait-il, cette France qu'il veut construire, sera collectiviste. Voilà. On peut choisir de s'enfuir à l'est du mur de Berlin quand le mur de Berlin s'effondre. Le fait est que je ne crois pas que beaucoup de gens l'aient fait et que nous savons que le communisme, le collectivisme sous toutes ses formes est une impasse. Et le principe même de cette taxe Zucman consiste à tenter de saper le fondement de ce qui fait notre économie de marché. Donc à vos yeux, Bernard Arnault sortir des milliards de personnes de la pauvreté. D'abord, il faut quand même rappeler les choses. Vous dites qu'il y a un match et vous vous demandez dans quelle ligue ça se passe. Bernard Arnault, c'est à lui seul 40 000 emplois en France, 200 000 emplois dans le monde. LVMH, c'est 3 milliards d'impôts sur les sociétés. Quand Gabriel Zucman dit, parce que c'est ça le point de départ de ce raisonnement fallacieux qu'il nous propose aujourd'hui, que les milliardaires seraient exemptés d'impôts. Mais c'est complètement faux. Nous avons aujourd'hui, puisqu'on parle de justice fiscale, nous avons l'un des systèmes les plus redistributifs du monde. Il dit qu'ils n'en payent proportionnellement pas autant que les Français, si j'ose dire, les plus modestes. C'est complètement faux. Et moi, je ne suis pas Bernard Arnault. Vous voyez, je n'ai pas son patrimoine, donc je ne défends pas quoi que ce soit qui ressemble à un intérêt de classe. Ce que je dis simplement, c'est qu'aujourd'hui, dans le système fiscal français, vous avez 10% des foyers en France qui payent 75% de l'impôt sur le revenu. Et on ne peut pas faire croire aux Français, parce qu'il faut que le débat soit clair, on ne peut pas faire croire aux Français qu'on aurait aujourd'hui un système fiscal injuste qui exempterait certains contribuables de leur devoir de contribuer au fonctionnement de la société. C'est l'exact inverse qui se passe. Ce que Gabriel Zucman fait, c'est une gigantesque confusion entre le patrimoine d'une entreprise, entre ce que représentent les biens d'une personne qui préside une entreprise. La valorisation, disons. La valorisation d'une entreprise et la trésorerie, le compte en banque dont il dispose. Mais quand LVMH réinvestit de l'argent que Bernard Arnault ne perçoit pas sur son compte bancaire, pour faire tourner l'économie, Gabriel Zucman voudrait que cet argent-là soit taxé. Mais cet argent-là, c'est le capital productif qui fait vivre l'économie. Et donc la vraie question, la question de fond, c'est est-ce qu'aujourd'hui, dans ce pays, alors qu'on a déjà la fiscalité la plus lourde du monde, alors qu'on a déjà les dépenses publiques les plus élevées de l'OCDE, est-ce qu'on va s'en sortir avec plus d'impôts et plus de dépenses publiques? Moi, je crois le contraire. Et je pense que s'il suffisait d'avoir des impôts, des taxes, des charges pour être heureux et pour construire une société juste, on serait un paradis social. Amandine, on est juste un enfer fiscal. Comment vous expliquez l'opinion des Français alors aujourd'hui qui a été mesurée dans un sondage qui a été commandé par le Parti Socialiste, un sondage IFOP qui dit que 86% des Français approuvent la taxe Zucman, parmi lesquels 89% des sympathisants LR de votre parti. C'est quoi alors? Ils se trompent, les électeurs de droite? Il y a une confusion dans ce qu'ils ont compris? Peut-être qu'ils sont trompés.
Parce que je vois M. Zucman qui défile depuis maintenant 3 semaines, matin, midi et soir, à la télévision, à la radio, sur le service public en particulier. Ils sont pas idiots, les sympathisants LR, c'est pas ce que vous êtes en train de nous dire. Écoutez, et c'est très simple. Gabriel C'est pas Zucman plutôt qu'il y a une demande de justice sociale, tout simplement, dans ce pays, et que les Français, y compris de droite, veulent que les plus riches participent davantage? Moi, je crois qu'on a besoin, effectivement, de justice sociale. Mais la vraie justice sociale dans ce pays, elle consistera à faire en sorte que demain, les Français qui bossent et qui bossent dur puissent vivre de leur travail, puissent joindre les deux bouts à la fin du mois. Il y a précisément des patrons de PME qui se disent qu'ils paient plus d'impôts aujourd'hui que des patrons de très grands groupes qui font de l'optimisation fiscale. Mais c'est faire croire aux Français que nous avons un système qui protégerait les plus riches, c'est complètement faux. Je le redis, combien de fois est-ce qu'il faut le répéter pour que tout le monde le comprenne bien? Il y a aujourd'hui 10% des foyers français qui payent 75% de l'impôt sur le revenu. Donc, on va sortir de ce délire qui consiste à faire croire que les riches ne payent pas en France. Si c'était le cas, on verrait à vos yeux, il faudrait que tout le monde... Si c'était le cas, on verrait les grandes fortunes mondiales qui arriveraient à Paris en essayant de se domicilier chez nous. Je pense que c'est plutôt l'inverse. Question courte, réponse courte. À vos yeux, il faudrait que tout le monde en France paye l'impôt sur le revenu, y compris de façon peut-être symbolique? Oui, je crois qu'on a fait ces dernières années, depuis François Hollande en particulier, l'exact inverse de ce qu'il faudrait. Mais tout le monde devrait payer l'impôt sur le revenu? Même très peu. Mais que le point le plus important, c'est pas d'abord de faire payer plus d'impôts, c'est de baisser les impôts. Puisque vous parlez de sondage, pardon. Juste un chiffre, puisque vous parlez de sondage. Vous avez 80% des Français aussi qui pensent qu'il faut baisser la dépense publique. Ça, curieusement, c'est un chiffre dont on ne parle pas. Mais pour nous, c'est l'urgence absolue. On va y venir. Bruno. Sur la question, on vous entend, délire fiscal, plus de justice sociale et fiscale quand même. Donc vous n'excluez pas le fait qu'il faille réfléchir à notre façon de prélever l'impôt et peut-être toucher tous les Français. Évidemment, il faut baisser massivement Michel les impôts. Barnier, l'année dernière, avait introduit une petite taxe, justement, sur les plus fortunés. Une taxe qui avait touché à peu près 20 000 personnes. Ceux qui touchaient 250 000 euros par an quand ils étaient seuls, 500 000 euros pour un foyer. Ça avait rapporté ça a rapporté à peu près grosso modo 2 milliards dans les caisses de l'État, mais c'était prévu pour une année. Est-ce que vous pensez que ça, c'est une piste pour le gouvernement, le futur gouvernement Lecornu? Sébastien Lecornu travaille à des propositions. Est-ce que ça, c'est une piste avec laquelle vous seriez d'accord? L'année dernière, vous étiez pour. Est-ce que cette année, vous seriez incité Sébastien Lecornu à travailler dans cette direction? Non, mais dans la durée, je le répète, l'urgence absolue pour nous, c'est de faire baisser la pression fiscale, pas de l'augmenter. Que face à un budget qu'il avait dû faire en 10 jours, rappelons-le, Michel Barnier a été contraint pour arriver à éviter un déséquilibre trop grand de faire que ceux qui ont les revenus les plus importants. C'est pas du tout la même chose que ce que propose Gabriel Zucman. Lui propose de taxer le patrimoine. C'est complètement différent. Oui. Mais je le répète, Bruno, est-ce qu'il faut quand même une contribution des plus hauts revenus? Là, c'était une taxe qui touchait pas l'outil de travail ni le patrimoine. Mais là, on a un peu plus que 10 jours pour préparer un budget. Et donc, il faut qu'on puisse réussir à faire en sorte d'aller à la priorité. La priorité, c'est la baisse de la dépense publique. Mais vous ne voulez, qu'on soit clair, aucune taxe aujourd'hui sur les hauts revenus. Zéro. Rien. Écoutez, la France est en train de s'appauvrir à grande vitesse. Je reviens c'est juste pour avoir votre réponse claire et ferme. Je reviens tout juste des États-Unis. Aux États-Unis, la question aujourd'hui, c'est comment investir dans l'IA, comment tirer le maximum du potentiel que représentent les nouvelles technologies. J'arrive en France, le grand sujet, c'est où est-ce qu'on va trouver les coupables? Arrêtons de chercher les coupables, cherchons les solutions. Arrêtons de chercher d'autres impôts. On a le pays, je le répète, où le prélèvement fiscal est le plus élevé de l'OCDE. Est-ce que c'est comme ça qu'on va s'en sortir? Donc sur le principe, évidemment que non. C'est pas en aggravant ce qui ne marche pas qu'on va sortir la France de l'appauvrissement collectif. Donc vous ne souhaitez aucune taxe supplémentaire pour les personnes les plus fortunées en France? Et de nouveau, s'il faut gérer dans l'urgence... Vous ne le souhaitez pas? Non, mais non, on ne va pas s'en sortir avec de nouveaux impôts. Il y a quand même un déficit à combler. C'est un des objectifs de Sébastien Lecornu, comme c'était celui de Michel Barnier et de François Bayrou. La politique de François Bayrou, c'était de mettre tout le monde à contribution. Est-ce que, dans le cadre de la lutte contre les déficits, est-ce qu'il ne faut pas faire contribuer tout le monde? Le premier qui doit contribuer à la lutte contre les déficits, c'est l'État. Oui, il faut que l'État commence par baisser la dépense publique. C'est sans doute celui qui doit être mis le plus à contribution. Mais est-ce qu'il ne faut pas mettre aussi... Parce que il va falloir, pourrait pas mener des réformes de structure très importantes dans l'urgence. Est-ce qu'il faut trouver des recettes trouver un moyen de combler ce déficit, de réduire le déficit? Est-ce qu'on se rend compte de l'aberration du débat dans lequel on est rentré? La vraie question aujourd'hui, ce que veulent les socialistes, ce que veut la gauche, ce que veut le nouveau Front populaire, c'est créer plus d'impôts.
plus d'impôts. Que veut Et là, la question présidente de l'Assemblée nationale. Je vous interromps une seconde. Ce matin, Yael Braun-Pivet, dans les colonnes de nos confrères du Parisien, explique que ce budget doit être un budget de l'effort pour tous. Il faut, dit-elle aussi, que les grandes fortunes soient mises à contribution. Mais c'est ça qui est fabuleux. Et depuis tout à l'heure, vous êtes en train de me poser la question, est-ce qu'on serait d'accord pour créer des nouveaux impôts? Comme si l'impôt était un but. Comme si c'était l'objectif. Comme si c'était génial de créer des impôts. Parce que c'était le cas l'année dernière. Mais encore une fois, il y a une différence entre se dire, on a 10 jours pour faire un budget. Et ce budget, si le déficit est trop grand, il va mettre en danger toute l'architecture des finances publiques françaises et tous les Français, y compris les plus modestes. Et donc, on va être obligé d'aller chercher en urgence de l'argent là où on peut, pour un an, parce que c'était effectivement une mesure d'urgence absolue, et se dire... Est-ce qu'on va enfin réussir à créer des impôts supplémentaires? Alors François-Xavier Bellamy, il y en a une autre où la aussi. France est déjà en train de crever. Il y a une autre responsable politique qui propose de recréer, dirons-nous plutôt, une autre forme d'impôt. C'est Marine Le Pen. Ce matin, elle explique que pour faire contribuer à ses yeux les plus fortunés, elle propose la création d'un impôt sur la fortune financière. Elle explique que ce serait calqué sur l'ancien ISF, mais avec une grande différence, dit-elle. La résidence principale ou unique en serait exclue, explique-t-elle. Nous excluons, explique Marine Le Pen aussi, les biens professionnels, ce que ne fait pas la taxe Zuckman et qui pose un énorme problème. Proposition de Marine Le Pen, vous n'en voulez pas non plus ? Mais de ce point de vue-là, on voit que Marine Le Pen n'a pas renoncé à un programme qui s'aligne bien souvent sur celui du NFP. Et on l'a entendu ces derniers jours dans la bouche de M. Tanguy, dans la bouche de M. Chenu, qui vont expliquer qu'il faut aller chercher l'argent là où il est, c'est-à-dire dans la poche des riches. Et Marine Le Pen, pour vous, c'est le nouveau Front populaire ? Sur ce point, en tous les cas, c'est parfaitement clair qu'il y a un alignement, avec d'ailleurs la même rhétorique. Mais moi, je le redis, je pense effectivement que tout le monde doit contribuer. C'est ce que nous avons aujourd'hui en France, un système extrêmement redistributif par rapport à tous nos voisins et à tous nos compétiteurs. La vraie question, c'est comment on évite que la France ne soit fuie demain par les investissements étrangers. Et pardon, on va en parler. Mais moi, sur les conséquences, j'ai une demande à faire. J'ai une demande à faire à M. Zuckman. M. Zuckman, il travaille, il paye une partie de ses impôts aux États-Unis. Je rêverais que M. Zuckman fasse la même campagne aux États-Unis. J'aimerais que M. Zuckman aille convaincre les Américains de créer la taxe qu'il veut mettre en œuvre. J'aimerais que Marine Le Pen aille exporter ses bonnes idées à l'extérieur de nos frontières. Je vous arrête une seconde. Vous accusez Gabriel Zuckman pour la France. Vous accusez Gabriel Zuckman de ne pas payer d'impôts en France ? Non, je l'accuse pas, c'est un fait. Il travaille aux États-Unis, il paye des impôts aux États-Unis. J'ai aucun problème avec ça, il est libre de ses engagements. Ce que je veux dire simplement, c'est que la meilleure chose qui pourrait nous arriver, c'est que M. Zuckman convainque les États-Unis de la taxe qu'il est en train de proposer à la France. Et si la France, demain, devait adopter la voie qu'il propose ou que Marine Le Pen propose, alors qu'est-ce qui va se passer ? Les investissements vont fuir la France. Et on s'étonnera ensuite de continuer de s'appauvrir. On s'étonnera ensuite. Vous voulez que je vous raconte une histoire ? Je voudrais juste comprendre sur les conséquences de votre décision. Vous dites il faut que Sébastien Lecornu ne mette en place aucune nouvelle taxe sur les riches. Alors d'abord, première question, s'il le fait, est-ce que pour vous c'est un motif suffisant de refus d'entrer dans son gouvernement ? Non mais nous, on va travailler dans un esprit de sérieux et de responsabilité. On va faire valoir les pistes qui nous paraissent prioritaires pour l'avenir du pays. Vous êtes ouvert quand même à une négociation. La piste prioritaire, c'est la baisse de la dépense publique et la baisse de la fiscalité. Pas d'augmenter les impôts, de les baisser. Je pense que tous les Français sont d'accord avec ça. Mais vous savez que ce Premier ministre a besoin de donner des gages, des garanties aujourd'hui aux socialistes pour qu'ils ne le censurent pas. Qu'est-ce que vous êtes prêt à faire comme compromis sur ce point-là pour avoir quand même une discussion ouverte aujourd'hui avec aussi les socialistes ? Donc ça veut dire, vous êtes en train de dire que les socialistes pourraient censurer le gouvernement parce qu'il ne créait pas des impôts nouveaux. Mais on se rend compte du monde dans lequel on est arrivé. C'est-à-dire les socialistes pourraient en vouloir au gouvernement. Pas d'aggraver la dette ou le déficit, pas d'aggraver le trou des finances publiques, pas de mettre en danger l'équilibre de notre budget, mais juste de ne pas créer plus d'impôts. Mais si on arrive à trouver un meilleur équilibre budgétaire sans créer des impôts nouveaux, ce serait un motif de censure. Il va falloir que les socialistes aillent l'expliquer aux Français. Donc François-Xavier Bellamy, pour suivre la question d'Amandine, si Sébastien Lecornu propose une contribution pour les plus hauts revenus, vous ne souhaitez pas que les Républicains participent au gouvernement ? Encore une fois, on va engager une discussion. Question simple, réponse simple. La discussion, hein. Si, bien sûr, mais Bruno Retailleau a expliqué au Premier ministre à Matignon, il y a quelques jours, quand il a eu l'occasion de recevoir les Républicains, puis quand il a reçu les différentes forces politiques, il a expliqué et il a répété que pour nous, la priorité, c'était la baisse de la dépense publique. Si Sébastien Lecornu crée une contribution pour les plus grandes fortunes, est-ce que les Républicains doivent participer au gouvernement ? Oui ou non ? Réponse simple.
Je ne vais pas partir du principe. Moi, je ne suis pas comme le Parti socialiste. On est dans une situation tellement incertaine, tellement difficile. Et le Premier ministre a devant lui une tâche tellement compliquée. Juste François-Xavier, c'est une question simple. Vous dites qu'il ne faut pas créer de nouveaux impôts. S'il y a une nouvelle contribution pour les personnes les plus fortunées en France, pas ce qu'on souhaite. Et si c'est fait, est-ce que les Républicains participent ou non à ce gouvernement? Encore une fois, Michel Barnier l'avait fait dans un contexte d'urgence. On verra bien dans quelle mesure ce gouvernement parvient à construire. L'urgence n'a pas disparu de ce point de vue-là. L'urgence n'a pas disparu, je suis d'accord avec vous. La Commission de Bruxelles qui nous impose une trajectoire budgétaire assez stricte. C'est pas seulement la Commission, c'est la réalité. Oui, et puis maintenant les agences financières, les marchés économiques qui nous imposent de réagir. Donc c'est pas totalement une ligne rouge. Mais on ne va pas commencer par multiplier les lignes rouges. Commençons par dire chacun ce que nous voulons pour la France. Les socialistes veulent des impôts. Le Rassemblement national veut des impôts. Nous, on veut moins d'impôts et moins de dépenses publiques. Quelles sont vos lignes rouges alors? La taxe Zuckman est une ligne rouge. La taxe Zuckman, pour le coup, ce serait une folie. Bien sûr, la taxe Zuckman, ce serait pour le pays vraiment le signal dévastateur de la destruction de notre propre compétitivité. Et je le redis, les principaux bénéficiaires de la taxe Zuckman, ce ne seraient pas les Français les plus modestes, qui continueraient à vivre la réalité de cet appauvrissement que nous sommes en train de traverser depuis maintenant 15 ans. Les principaux bénéficiaires de la taxe Zuckman, ce seraient les fonds financiers étrangers qui, eux, pourraient aller racheter les actifs français à bas prix parce qu'on obligerait nos grandes entreprises à se défaire petit à petit de ce patrimoine qui est en réalité la richesse nationale. Mais qu'est-ce que vous demandez à Sébastien Lecornu pour participer à ce gouvernement? Mais nous disons à Sébastien Lecornu, parce que c'est dans cet état d'esprit que nous sommes aujourd'hui, que nous sommes prêts à travailler, que nous sommes prêts à nous battre, à construire une architecture budgétaire qui permette de sécuriser notre pays, parce que nous sommes aujourd'hui en danger. Et nous, les Républicains, nous n'avons jamais cessé de dire que la dette est un danger pour la France, de sécuriser notre trajectoire budgétaire sans créer d'impôts nouveaux pour les Français. Est-ce que vous êtes prêt à d'autres efforts? Par exemple, l'année blanche, c'est-à-dire le gel des prestations sociales, ça c'est d'accord ou pas? Le fait que les retraités soient plus sollicités, participent davantage, d'accord ou pas? L'année blanche, ça veut dire simplement une année où on ne suit pas l'inflation. Ça n'est pas notre priorité, là encore, c'est pas notre choix. C'est quelque chose, Bruno Retailleau l'a dit au Premier ministre, sur lequel on peut réfléchir si on n'arrive pas à trouver une majorité pour faire un choix plus efficient. Parce que le vrai travail du politique, normalement, c'est de commencer par regarder dans le budget ce qui est superflu, ce qui est inutile, ce qui est même parfois dangereux pour le pays, et d'aller faire des économies là où il le faut. Pas des économies d'une manière aveugle et uniforme, mais des économies qui soient ciblées. Il y a une dépense publique nécessaire dans ce pays, une dépense publique indispensable pour reconstruire l'État régalien, pour reconstruire la police, la justice, la sécurité, une dépense publique indispensable pour éduquer les enfants, pour soigner nos malades. Tout ça est absolument fondamental. 40 milliards d'euros d'économies minimum, ça vous paraît être le bon chiffre? Les socialistes disent 22, ça suffit d'économies. Mais il y a aussi des dépenses qui sont manifestement inutile, voire même dangereuse. Sur l'immigration, par exemple, il n'a pas dit un mot pour l'instant, Sébastien Lecornu, dans l'interview à la presse quotidienne régionale. Ça vous pose un problème chez les Républicains? Vous dites attention? Bien sûr, nous avons dit, nous n'avons jamais cessé de rappeler qu'il était fondamental de faire baisser la dépense sur ce plan-là, parce que c'est une dépense dangereuse pour le pays. Sortir, par exemple, de l'AME pour transformer l'aide médicale... Ça doit être dans le budget, c'est la réduction du montant de l'AME. Transformer l'aide médicale d'État en aide médicale d'urgence. C'est ce que nous proposons depuis très longtemps. Ça doit être dans le budget Lecornu? D'abord, c'est une mesure Vous savez que ça n'est qu'1 milliard d'euros. Si je peux me permettre d'aller au bout de ma phrase. D'abord, c'est une mesure de justice, quel que soit le levier que cela représente, c'est une mesure de justice, parce que oui, il est totalement anormal qu'on augmente les franchises pour les Français qui cotisent ou qui ont cotisé toute leur vie, mais que pour des gens qui sont rentrés illégalement sur notre sol, la santé soit gratuite et les prestations ne soient jamais payées. Donc c'est une mesure de justice et les Français sont très nombreux à la réclamer eux aussi. Et puis deuxièmement, c'est une manière de protéger notre pays. Parce que oui, l'AME représente aujourd'hui une forme d'appel d'air pour une immigration irrégulière qui vient, comment ne pas le comprendre, d'un peu partout dans le monde, parce que nous offrons les conditions les plus favorables en matière de santé. Si Sébastien Lecornu vous appelait à être ministre dans son gouvernement, vous accepteriez ? Moi, je ne suis pas à la recherche. Parce que votre nom avait été donné dans des précédentes propositions. Je suis pleinement engagé dans ma mission au Parlement européen, tous les jours, matin, midi et soir. Aujourd'hui, aucune discussion sur les postes n'a eu lieu à ce stade. Ce qui compte pour nous, c'est le contenu. Ce qui compte pour nous, c'est la ligne politique. Alors, François-Xavier Bellamy, vous restez avec nous dans un instant. On va vous demander ce que...
Vous êtes bien sur BFM Politique, notre invité François-Xavier Bellamy. Dans un instant, je vais vous demander ce que vous pensez effectivement de ces maires qui ont pour certains décidé demain de placer un drapeau palestinien sur le fronton de leur mairie. Mais d'abord, effectivement, on évoquait la colère sociale. Le Premier ministre va répondre à l'ultimatum des syndicats puisqu'il les recevra mercredi. Il propose de les recevoir mercredi. La France insoumise appelle toujours à bloquer le pays. Comment vous percevez cela? Est-ce que vous dites à Sébastien Lecornu, il ne faut rien lâcher? Alors moi, je comprends parfaitement la colère sociale. Elle est très profonde en France et elle est très compréhensible. Parce que nous vivons, et les syndicats parlent d'ailleurs, je partage leur point de vue, dans le communiqué qu'ils ont publié le 18, ils parlent du déclassement salarial. Moi, je pense que la France vit effectivement un appauvrissement collectif qui devrait devenir une urgence politique majeure et qui passe notamment par le fait que beaucoup de Français travaillent et travaillent dur. Donc vous appelez à à tout bloquer comme la France insoumise. Mais par contre, je crois que la solution est exactement l'inverse de celle que proposent les syndicats, l'inverse des slogans qui ont été vus dans la rue le 18 septembre. Au fond, et là encore, on revient sur le débat sur la taxe Zuckman, il faut ouvrir les yeux sur ce que nous vivons aujourd'hui. En 2008, le PIB de la zone euro était équivalent du PIB américain. En 2008, à la veille de la crise financière. 20 ans plus tard, presque 20 ans, le PIB européen est inférieur de 80% au PIB américain. Et ce décrochage de l'Europe vis-à-vis des États-Unis s'ajoute au décrochage de la France vis-à-vis du reste de l'Europe. Aujourd'hui, les Français ont perdu du pouvoir d'achat, ont perdu considérablement en termes de salaire par rapport, par exemple, à leurs voisins allemands. Et donc, il faut qu'on arrive à mesurer la réalité de la pente que nous sommes en train de descendre. Mais je le redis, c'est pas avec toujours plus d'impôts, toujours plus de taxes, toujours plus de dépenses publiques, toujours plus de surréglementation. C'est pas avec ça qu'on va s'en sortir. Au contraire, il faut libérer ce pays. Il faut libérer la France. Il faut libérer la France qui travaille et lui rendre du salaire et donc faire baisser les charges et donc faire baisser la dépense publique. C'est le seul chemin pour sortir de cet François-Xavier Bellamy, vous appelez à regarder juste là, justement au-delà des frontières françaises. C'est ce qui va se passer demain puisque le chef de l'État sera effectivement à New York pour l'Assemblée générale de l'ONU. Il va, normalement, la France va reconnaître de façon très officielle l'État de Palestine. Est-ce qu'à vos yeux, c'est une bonne chose ou est-ce que c'est une erreur politique? Moi, j'ai toujours cru, avec beaucoup d'humilité, parce que ce conflit entre Israël et le peuple palestinien est un conflit infiniment complexe, mais avec beaucoup d'humilité, j'ai toujours cru que, à terme, la solution, comme notre famille politique, elle aussi l'a toujours défendue, serait une solution à deux États. Donc vous le soutenez, le chef de l'État? Mais ce que je ne comprends pas, c'est la reconnaissance de cet État de Palestine aujourd'hui. Et ce que je ne comprends pas en particulier, c'est que le chef de l'État ait renoncé aux conditions qu'il avait lui-même fixées il y a quelques mois. Ce n'était pas si longtemps. Il y a quelques mois, en disant que cette reconnaissance ne pourrait advenir que lorsque le Hamas aurait baissé les armes, lorsque les otages auraient été libérés. Ces conditions-là, il les a aujourd'hui oubliées. Et c'est, me semble-t-il, et voilà, c'est une divergence que je partage avec cette décision. Une divergence ou une faute? Ouais. Non, je comprends, et j'entendais récemment Alain Finkielkraut, pour qui j'ai une profonde estime, dire à quel point le gouvernement israélien lui paraissait aujourd'hui suivre une pente infiniment dangereuse pour l'avenir de la paix et de la sécurité au Moyen-Orient en général et pour Israël en particulier. On ne peut pas accuser Alain Finkielkraut d'antisémitisme ou de pactiser avec une vision sectaire de ce conflit, bien sûr. Et je crois qu'il est nécessaire de réagir et de dire au gouvernement israélien que parce que nous sommes attachés à Israël, à la paix, à la sécurité d'Israël, nous ne pouvons pas soutenir la trajectoire qu'il a décidé d'adopter aujourd'hui. Je ne veux pas faire parler Alain Finkielkraut, mais je crois qu'il a évolué sur la question justement de la reconnaissance aujourd'hui. Est-ce que c'est reconnaître aujourd'hui, est-ce que c'est pas justement reconnaître un cimetière, comme l'a dit, je ne sais plus si c'est Édouard Philippe ou quelle personnalité politique, parce qu'il y a une urgence aussi à enclencher, à essayer de stopper cette spirale finalement d'une guerre l'armée israélienne intervenue en légitime défense après le 7 octobre, mais qui aujourd'hui est en train de devenir d'une guerre de représailles, il y a une guerre d'annexion. C'est pour ça, c'est ce que je viens de dire à l'instant, c'est le dialogue franc que nous devons avoir, que nous avons avec le gouvernement israélien. Mais qui a enclenché cette spirale? Et moi, ce qui me paraît vertigineux, c'est, dans le débat politique en France en particulier, de voir aujourd'hui des acteurs politiques majeurs, une force politique tout entière, la France insoumise, qui refuse de condamner l'auteur de ce déclenchement
de violence, l'auteur de cette spirale de la violence, c'est-à-dire le Hamas. Mais revenons-en à revenons-en à Emmanuel Macron. La décision d'Emmanuel Macron, est-ce que reconnaître aujourd'hui l'État de Palestine est à vos yeux une faute politique? Mais pour moi, le grand danger, oui, je le redis, le grand danger, ce serait qu'on donne raison au terrorisme. Parce que cette décision-là... C'est ce que fait le président de la République? C'est le danger. Je crois que le débat est tellement compliqué qu'il faut surtout éviter de Oui, parce que vous avez lu, dans l'initiative diplomatique du président de la République, qui s'est associé d'ailleurs à l'Arabie Saoudite, il est inscrit noir sur blanc que c'est, avec des élections présidentielles et législatives en 2026, la démilitarisation de l'État palestinien et du Hamas. C'était ce que le président de la République avait fixé comme condition pour la reconnaissance. Là, c'est dedans. Et malheureusement, les conditions sont reculées d'un cran, j'allais dire, d'une certaine manière. Mais pour moi, le plus important, encore une fois, c'est que ceci se réalise, que le Hamas soit désarmé. Que Je reviens une troisième fois à ma question. Est-ce que la décision du président de la République est une faute politique? Moi, je crois que ce qui est une faute, c'est de faire que ces conditions qu'il avait lui-même fixées, de faire qu'elles ne soient plus à l'agenda. Cela serait la plus grande faute. Et la faute, elle est immense. Elle est surtout dans le camp de ceux qui cherchent à instrumentaliser ce conflit sur le sol de nos pays. Mais à vos yeux, c'est une faute politique d'Emmanuel Macron de reconnaître aujourd'hui la Palestine. Quand je vois des maires qui prétendent afficher le drapeau palestinien sur la façade de leur mairie, comme si c'était un jour de fête. Qu'on soit d'accord ou pas avec la décision du président de la République, on ne peut que reconnaître qu'elle s'inscrit dans le contexte d'une immense tragédie. Je rappelle juste que c'est Olivier Faure, le premier secrétaire du Parti Socialiste, qui a appelé effectivement les maires demain à placer sur le fronton de leur mairie un drapeau palestinien. Eh bien ça, c'est une faute, et c'est même une faute grave, parce que c'est une manière de dire que l'on prend parti aujourd'hui dans ce conflit. Je mets au défi les maires qui vont faire cela, d'afficher le drapeau israélien en même temps que le drapeau palestinien, s'ils croient aussi sincèrement à la solution à deux États. Il y en a un qui le dit ce matin, qui le déclare ce matin dans les colonnes de la Tribune Dimanche. Karim Bouamran, maire socialiste de Saint-Ouen, dit justement que lui, il va hisser les drapeaux israéliens, palestiniens et français, qu'il va maintenir on espère pour cette quand journée, même. bien sûr. Donc lui, il choisit justement de mettre les deux. Est-ce que ça, c'est une solution ou... Pour ceux qui veulent marquer la journée. D'abord, rappelons simplement que le drapeau qui a droit de citer en France et devant la mairie française, c'est le drapeau français, tout simplement. La deuxième chose importante, c'est qu'aujourd'hui, moi, ce n'est pas ce que je vois. Je vois le maire de la Courneuve qui a hissé un drapeau palestinien en écrivant « Stop au génocide ». Au génocide, cette accusation de génocide dont on sait très bien ce qu'elle porte avec elle. C'est la même accusation de génocide qui fait qu'aujourd'hui, vous avez des étudiants juifs dans des amphis en France qui sont jetés dehors, qui sont exclus de boucles de discussion, des étudiants qui sont... Parce que vous disiez quand même que ce que fait Benyamin Netanyahou est à vos yeux inacceptable. Alors si ce n'est pas un génocide, qu'est-ce qui se passe en ce moment Mais ce qui se passe, c'est une réaction disproportionnée. Ce qui se passe, c'est une utilisation de la force qui n'est pas mesurée sans doute à la réalité du danger auquel est confronté Israël. Mais moi, je ne fais pas partie, et je ne ferai jamais partie de ceux qui nieront la réalité existentielle auquel Israël est confronté. Et je ne ferai jamais partie de ceux qui retourneront contre Israël cette accusation de génocide. Parce que c'est une faute. On se contente immense. de dire que c'est inacceptable, mais dans les actes, on fait quoi? Parce que vous n'êtes pas pour la reconnaissance de l'État de Palestine, vous n'êtes pas, ça c'est entendable, pour des drapeaux palestiniens sur les mairies, de toute façon. Merci de reconnaître que c'est entendable. Symbolique, mais enfin, qu'est-ce qu'on fait concrètement? Mais encore une fois, je le redis, la chose la plus importante, si on veut que cette guerre s'arrête, la première des choses à obtenir, c'est que le Hamas dépose les armes et que le Hamas libère les otages. Si le Hamas libérait tous les otages, il n'y aurait plus une seule victime civile à Gaza aujourd'hui. Donc on peut discuter avec le gouvernement israélien, on peut contester de manière franche et loyale auprès de lui la riposte qu'il apporte à cette menace qu'il subit. La vérité, c'est qu'à la fin, le premier responsable de la tragédie que subit le peuple palestiniens, comme les civils israéliens qui ont été victimes des pogroms du 7 octobre, le premier coupable de cette violence, c'est le Hamas. François-Xavier Bellamy, vous dites que les maires qui demain vont mettre un drapeau feront une faute grave. Est-ce qu'il faut sanctionner ces maires ? Il faut qu'il soit condamné. Et la justice l'a déjà fait. Le Conseil d'État a condamné le maire de la Courneuve qui avait hissé ce drapeau avec ce message. Et moi, je suis heureux que le ministre de l'Intérieur, je suis heureux que Bruno Retailleau ait donné la consigne très claire au préfet de faire retirer ces drapeaux. On a un ministre de l'Intérieur qui ne se cache pas derrière son petit doigt et qui assume sa responsabilité. Ça a été possible pour l'Ukraine parce que la France, en tant que pays, soutenait l'Ukraine. Et Olivier Faure dit demain, c'est le président de la République, institution française, qui va reconnaître l'État de Palestine. Donc ce n'est plus un parti pris que de mettre un drapeau palestinien, c'est finalement la décision de la France. Et vous vous rendez compte de la gravité de l'analogie ? Entre l'Ukraine et la Russie, qui est attaqué ?
Qui a lancé les hostilités ? La Russie a attaqué l'Ukraine. Et nous avons effectivement soutenu l'Ukraine. Vous reconnaissez la légitimité par la du Russie, président de la République, François-Xavier Bellamy. Qui a été attaqué le 7 octobre ? Non mais demain, D'où vient la reconnaissance qui va avoir lieu demain de l'État de la Palestine. C'est pas Emmanuel Macron, c'est le président de la République française. Mais je le redis, qui a déclenché ce conflit? Ce n'est pas, quoi qu'on pense de la manière dont le gouvernement israélien réagit aujourd'hui, ce n'est pas lui qui a déclenché ces hostilités. C'est le président de la République française qui va reconnaître la Palestine demain. Non mais vous voyez ce que je veux dire. Je comprends qu'il puisse y avoir un débat sur le fait de savoir si cette reconnaissance va ou non aider à mettre un terme aux hostilités. Qu'on célèbre cette reconnaissance, qu'on hisse le drapeau de Palestine en faisant exactement comme vous l'avez dit, l'occasion de cette reconnaissance, l'occasion de prendre fait et cause pour un camp contre un autre. C'est un sous-drapeau, le drapeau palestinien ? En considérant que Israël est l'agresseur. C'est un sous-drapeau, le drapeau palestinien ? Mais encore une fois, quoi qu'on pense de cet État de Palestine qui, de facto, n'existe pas, c'est une reconnaissance purement symbolique. Quoi qu'on pense de cet État de Palestine et de la nécessité de le reconnaître aujourd'hui, célébrer cette reconnaissance et prendre parti contre Israël, c'est en réalité exactement comme votre question le montre d'une certaine manière, comme Olivier Faure le suggère, c'est renverser la situation d'agresseur à coupable. Israël a été victime du 7 octobre et Israël se défend. Sur ce point-là, il n'y a pas de discussion. Mais si, il y a une discussion. Le président de la République lui-même a été l'un des premiers à soutenir Israël, son gouvernement, après les attaques du 7 octobre. Je ne crois pas qu'il y ait eu discussion à ce moment-là. Mais malheureusement, Bruno, je me permets de dire qu'il y a quand même aujourd'hui, y compris d'ailleurs au sommet de l'État, une forme d'ambivalence dangereuse. Moi, j'ai regretté, comme beaucoup de Français de confession juive, ou comme beaucoup, je n'en suis pas, qui venaient à cette manifestation, que le chef de l'État ne soit pas venu marcher contre l'antisémitisme. Ce que vous dites est extrêmement important. Vous dénoncez à l'instant qu'il y a une ambivalence de la part du président de la République à l'égard de la lutte contre l'antisémitisme ? Non, ce que je dis, c'est que... Si, c'est ce que vous dites. Non, ce que je dis, c'est qu'aujourd'hui, il y a une priorité qui devrait être pour toute la classe politique, une priorité nationale, qui est la lutte contre le pire qui est en train de ressurgir. Cette situation, malheureusement, elle est aujourd'hui non plus en train d'unir tous les Français et tous leurs dirigeants, mais elle est en train de les diviser. Et, pardon de le dire dans ces termes-là, mais je crois que c'est infiniment grave. Ce qui se passe en Israël, ce qui se passe sur le territoire de Gaza est une tragédie absolue. Mais ce qui se passe dans notre pays doit être pour nous la priorité. Le président a redonné des consignes. Qui aujourd'hui en France, qui aujourd'hui est obligé de retirer son nom de ses interphones, qui est obligé de changer son nom des applications qu'on utilise pour se déplacer ou pour se faire livrer quelque chose, qui aujourd'hui a peur d'être agressé? De quelle confession sont les étudiants qui sont victimes tous les jours d'une forme d'antisémitisme qui revient? De quelle communauté parle-t-on lorsqu'on lance des sondages pour dire pour ou contre cette communauté? Les juifs pour ou contre? Vous avez entendu ça comme moi? Oui, vous avez entendu? Est-ce qu'on pouvait imaginer qu'en France, est-ce qu'on pouvait imaginer qu'en Europe, on vivrait de nouveau cette situation d'une infinie gravité, que des personnes sont ciblées parce qu'elles sont de confession juive, parce qu'elles ont un nom de consonance juive. Mais pour moi, c'est ça la tragédie prioritaire dont il faut s'occuper. Et quand je vois, pardon de le dire, Olivier Faure toujours allié avec la France insoumise, qui n'exclut toujours pas d'aller demain à des élections avec la France insoumise et qui laisse faire la montée de cet antisémitisme en laissant entendre en laissant entendre que les Juifs on a l'impression que le gouvernement et le président de la République n'en font pas assez dans la lutte contre l'antisémitisme. Gouvernement que vous soutenez par ailleurs via Bruno. Moi, je crois que le problème n'est pas du gouvernement. C'est ce que vous dites. Et d'ailleurs, la communauté juive elle-même le dit. Le gouvernement fait tout ce qu'il peut pour lutter contre l'antisémitisme. Mais le président de la République, problème, c'est qu'il y a des forces politiques en France qui ont choisi de capitaliser sur l'antisémitisme. Et le président de la République, est-ce qu'il en fait assez? Est-ce que le président de la République en fait assez contre l'antisémitisme? Je ne doute pas un seul instant que le président de la République soit opposé à l'antisémitisme. Évidemment, j'ai regretté seulement que nous n'ayons pas été tous dans la rue pour marcher contre l'antisémitisme. Et cette situation-là, elle me paraît malheureusement d'une infinie gravité quand on voit aujourd'hui ce que fait Jean-Luc Mélenchon et le camp qui l'entoure. Il y a quelques instants, on évoquait vos lignes rouges par rapport au gouvernement, effectivement, qui est en train d'essayer de construire Sébastien Lecornu. Il y a la question de l'immigration, vous l'évoquiez. Est-ce que vous avez signé la pétition qui a été initiée par Philippe de Villiers pour demander un référendum sur l'immigration?
Non, mais je pourrais le faire. Nous demandons ce référendum depuis très longtemps. Pourquoi vous ne l'avez pas fait? J'ai pas eu l'occasion de le faire. Est-ce que vous allez le faire? Ça me poserait aucun problème de le faire parce que ce référendum sur l'immigration, c'est une demande que nous portons depuis des années maintenant, depuis des années. Et au fond, la vraie question, c'est d'abord cette demande-là qui est partagée. Est-ce que vous avez la volonté de signer cette pétition? Oui, je peux le faire sans aucun problème. Je partage parfaitement cette demande. Et là encore, si on écoute les sondages, vous parliez des sondages tout à l'heure, il y a 72% des Français qui, dans un sondage récent, disent leur volonté d'un référendum sur l'immigration. Est-ce que vous seriez en faveur même de manifestations contre l'immigration, à l'image de celle qu'on a pu voir à Londres, qui a réuni 150 000 personnes à l'initiative d'un mouvement là-bas d'extrême droite? Mais on n'a même pas besoin de manifestations. Vous avez une majorité écrasante de Français qui disent qu'il faut arrêter cette immigration incontrôlée. Mais cette manifestation de Londres, vous l'avez comprise ou elle vous a choqué? De tous les camps. Vous l'avez comprise ou elle vous a choqué? Moi, je voudrais parler du fond du problème. Pas de pétition ou de manifestation. Le fond du problème, c'est ça. Le fond du problème, pardon de le dire, parce que c'est quand même un moment qui devrait nous obliger à constater l'urgence d'agir. Il y a exactement un an, c'était la mort de Philippine. Il y a un an. Apolline de Malherbe a reçu sa maman vendredi matin. Et j'ai trouvé le témoignage de sa maman absolument bouleversant. Mais ce témoignage, il devrait constituer pour nous une urgence à agir. L'urgence d'agir. Parce que celui qui a tué et violé Philippine, il était sous OQTF après avoir déjà violé 3 ans plus tôt. Mais Bruno Retailleau est ministre de l'Intérieur. Mais c'est exactement pour cela que Bruno Retailleau porte la nécessité de sortir de cette passivité sur l'immigration illégale, à la fois par la mesure qu'il a prise au plan national, et le nombre d'expulsions a augmenté depuis qu'il est arrivé en fonction, mais aussi par le travail que nous faisons au plan européen. Mais néanmoins, et moi, je travaille main dans la main avec lui. Sur l'immigration de la part des différents premiers ministres. Et ça, c'est le travail concret que nous faisons pour obtenir que la politique européenne change radicalement sur le sujet. Il y a aujourd'hui une directive sur les expulsions qui s'appelle la directive Retour, qui en réalité empêche les États d'expulser et qui est directement en cause dans la mort de Philippine. Pour Philippine, pour tous ceux qui ont été victimes de l'immigration irrégulière et pour notre pays qui a besoin de retrouver le contrôle de ses frontières, nous sommes en train d'obtenir une nouvelle réglementation, un règlement sur les retours qui va renverser la logique. Le départ aujourd'hui de principe, c'est le départ volontaire. Quand vous arrêtez quelqu'un qui est illégalement sur votre sol, vous devez lui laisser le temps de partir. Eh bien, ce temps, il l'utilise pour disparaître dans la nature. On va renverser cette logique. Le départ forcé va devenir la norme. Parce que nous ne nous résignons pas à ce que Bruno Retailleau appelle l'impossibilisme, à cette impuissance de l'État. Et nous allons montrer que les solutions sont possibles. François-Xavier Bellamy, il y en a une justement pour laquelle effectivement ce discours sur l'immigration est extrêmement important aussi. C'est Marion Maréchal qui a fait en quelque sorte sa rentrée hier à Paris. Elle était entourée de ses alliés européens. Je vous propose de découvrir cette photo de Marion Maréchal derrière son pupitre hier lors de son discours. Et vous allez voir ce qui est inscrit juste en dessous du pupitre de Marion Maréchal. Vous voyez, il est inscrit « La droite qui gagne ». Pour vous, Marion Maréchal, c'est la droite ? Marion Maréchal est de droite, oui, il n'y a pas tellement d'ambiguïté à ce sujet. Elle n'est pas d'extrême droite. Elle est de droite, je ne sais pas à quoi... Marion Maréchal, elle fait partie au Parlement européen du groupe ECR qui comporte des alliés comme Giorgia Meloni en Italie. Giorgia Meloni, dont l'élection avait été accueillie par des cris d'orfraie épouvantables et qui aujourd'hui gouverne de manière paisible, démocratique, en s'appuyant sur une coalition qui inclut plusieurs... Pour vous, Marion Maréchal fait partie de la famille de la droite. Mais mon point de désaccord, c'est que la droite qui gagne, ça n'est pas celle de Marion Maréchal aujourd'hui. La droite qui gagne, c'est la nôtre. C'est celle des Républicains et de leurs alliés en Europe. Pas l'élection présidentielle. Pardon, mais... Dans l'Union européenne aujourd'hui, dans toute l'Europe, la famille politique qui gagne, c'est la nôtre. C'est celle du PPE. C'est celle de la droite de gouvernement. Et Giorgia Meloni gouverne en Italie parce que le PPE la soutient. Quand j'ai été élu, Quand j'ai été élu en 2019, il y avait 7 gouvernements de notre famille politique sur 28 en Europe. Aujourd'hui, il y en a 15 sur 27. La droite qui gagne partout en Europe, c'est la nôtre. Et celle qui gagnera demain en France, je n'en doute pas un instant, c'est la nôtre. Et c'est pour ça que nous nous battons avec Bruno Retailleau et tous les parlementaires, les Républicains. Si une primaire est organisée pour désigner un candidat de la droite et du centre, est-ce que Marion Maréchal a sa place déjà dans cette primaire ou pas, pour vous ? Mais moi, je crois que notre devoir, c'est de reconstruire les Républicains et de reconstruire une proposition politique qui puisse demain réunir une majorité de Français et donc réunir d'abord tous les électeurs de droite. Moi, je crois à cette union de tous les électeurs de droite dans la famille politique. Dans la famille politique. Laurent Wauquiez, il dit de Darmanin à Sarah Knafo. La seule chose que j'observe, c'est que Marion Maréchal a fait campagne pendant toute l'élection européenne en parlant d'union des droites, mais en attaquant notre famille politique en priorité. Et j'en suis le premier désolé parce que je crois que notre devoir, c'est d'abord de nous concentrer sur la nécessité de combattre
le risque que la gauche Est-ce que représente vous pourriez dans notre pays aujourd'hui. gouverner avec Marion Maréchal? Je vous le redis, mon principal objectif, c'est de faire en sorte que les Républicains redeviennent la force politique de droite qui réunira tous les électeurs de ce pays qui veulent l'alternance pour la France. Alors, je vais poser ma question sujet. autrement. Est-ce qu'un gouvernement, les Républicains, comprendrait Marion Maréchal? Mais un gouvernement, les Républicains, ce sera un gouvernement, les Républicains. Et vous ne répondez pas, mais si, je vais juste, en un seul mot, essayer de vous dire la différence, et c'est ce qui me frappe beaucoup, y compris dans le discours de Marion Maréchal, entre la France et l'Italie. L'Italie, c'est un système parlementaire. Donc, les formations politiques se présentent chacune sous leur couleur. Ensuite, elles font des coalitions. Ambigu sur ce sujet. Pourquoi vous n'assumez pas de vouloir ou pas Marion Maréchal ou Sarah Knafo, par exemple, dans une primaire ou dans un gouvernement? Enfin, c'est assez simple comme choix. Mais parce qu'en France, on a des institutions différentes. En France, l'élection fondamentale, c'est l'élection présidentielle. Et ce que vous êtes en train de me demander, c'est si les Républicains vont décider d'abandonner leur couleur. Ça fait des années qu'on me dit est-ce que Marion Maréchal aurait sa place à vos côtés? C'est ça ma question, c'est simple. Mais je vous redis, Marion Maréchal, elle a fait toute sa campagne à l'élection européenne en tapant en particulier sur votre serviteur. Donc je suis désolé, moi je n'ai jamais confondu mes concurrents de mes adversaires. Je crois qu'aujourd'hui le grand défi pour nous, c'est de reconstruire une formation politique de droite qui puisse susciter la confiance de tous les électeurs de ce pays, bien au-delà de la droite qui veulent l'alternance pour la France. Je ne vais pas commencer en vous expliquant que les Républicains ne seront pas capables d'y parvenir. Je crois que nous en serons capables parce que c'est ce qui se passe partout autour de nous en Europe. Mais demain, il y a un second tour dans une élection entre Marion Maréchal, par exemple, et Manuel Bompard, de la France Insoumise, vous votez pour qui? Oui, alors on peut aussi imaginer un second tour entre, je ne sais pas, Monsieur Asselineau et Monsieur Philippot, si vous voulez. Vous leur faites injure, là, quand même. Non, mais on peut faire toutes les spéculations que vous voulez. On sera au second tour de cette élection présidentielle. Et je crois que Bruno Retailleau fait la démonstration depuis un an que la droite, quand elle est au combat, quand elle est dans l'action, avec tous les députés, les Républicains, avec tous les sénateurs, avec tous nos maires partout en France, nous savons réunir les Français et nous saurons le faire demain. Un mot sur ce qui se passe aux États-Unis avec la mort de Charlie Kirk, dont on a beaucoup parlé, influenceur conservateur. Donald Trump va se rendre à ses obsèques bientôt. Il y a eu en parallèle l'éviction d'un célèbre animateur humoriste de la télévision qui avait critiqué Charlie Kirk et le mouvement conservateur. Quel regard vous portez sur ce qui est en train de se passer? Est-ce qu'il y a une perte de la liberté d'expression aux États-Unis? C'est pas facile, mais réponse courte, s'il vous plaît. En une phrase, je crois que le grand danger pour nos démocraties, c'est que nous perdons le sens du désaccord respectueux, loyal, intelligent, le sens de ce que devrait être la jubilation d'un débat d'idées qui nous permet de rencontrer la vision d'autrui sans pour autant transformer le désaccord en violence. Merci beaucoup. Et c'est ça la tentation qui guette pas seulement les États-Unis, mais aussi nos sociétés. Merci beaucoup François-Xavier Bellamy.